Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Montels et nous allons parler de son parcours avec la méditation, de la façon dont cette pratique est entrée dans sa vie et ne l'a plus quittée. Laurent a consacré un livre sur le sujet qui permet de découvrir les bienfaits de la méditation en termes d'épanouissement et d'harmonie et également de la mettre en pratique à travers des exercices. Bonne écoute! Bonjour Laurent et merci d'être à nouveau avec nous sur le podcast Ayurveda. Eh bien, bonjour Lorraine et Nat. Vraiment, je suis très heureux de pouvoir partager ce moment, surtout sur un sujet qui m'est aussi cher que la méditation. Un sujet qui est dans ta vie depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à méditer, comment c'est entré dans ta vie ? Alors, la méditation, je pense que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, en fait, sans le savoir, bien sûr, parce que bon, quand on est tout jeune, on peut vivre des expériences sans forcément les comprendre. Et puis, surtout, c'est qu'on s'imagine qu'en fait, que tout le monde est pareil que toi. C'est-à-dire que tu vis des choses, tu as des expériences et c'est la surprise, en fait, quand justement, tu essayes un petit peu de partager. Hein. Alors là, je me place, tu vois, très tôt, vers l'âge de à peu près de 6-7 ans. Tu essayes un petit peu de raconter ce que tu vis au niveau des adultes, et là, tu vois en fait qu'il y a plutôt une incompréhension, et tu réalises tout d'un coup que il y a un décalage. Donc en fait, je dirais que la méditation est venue à moi dans ces toutes jeunes années au travers de certaines expériences, qu'on pourrait parler d'expériences psychiques, expériences assez subtiles, et ça m'a laissé en fait en questionnement. Alors, j'en ai parlé évidemment à mes parents qui ont eu en fait la grande sagesse de ne pas m'envoyer chez un psy, si tu veux, parce que je pense que sinon mon parcours aurait été plus compliqué. Ils ont plutôt pris ça à la légère et je les en remercie. Quoi qu'il en soit, je suis après, je suis resté assez discret, peut-être par une sagesse improvisée. Et puis, avec les années, petit à petit, il y a aussi des choses qui ont tendance à se minimiser, parce que si tu veux, comme tu as quand même l'impression d'être un petit peu anormal, tu vois, quand tu vis des choses qui sont pas partagées par le grand nombre. Et puis, j'ai eu une chance assez incroyable, c'est qu'à l'âge de 14 ans, je suis tombé, alors je dirais par hasard, avec des grands guillemets bien sûr, dans la bibliothèque d'une amie du collège, et ses parents étaient assez branchés. Il y avait plein de livres sur l'Inde, sur la tradition tibétaine, tout ça. Et puis bon, je prends un livre et puis je commence à feuilleter. Puis tout d'un coup, je me dis, mais ça je connais, ça je connais, ça je connais. Et donc à partir de là, ça a été comme un déclic, en fait. Et un grand soulagement de me dire, en fait, je suis pas si anormal que ça. Il y a quand même d'autres personnes sur la planète qui racontent des choses que je peux comprendre. Et puis, en fait, ça m'a rassuré. Et ça a été le déclic. C'est-à-dire qu'à partir de cet âge de 14-15 ans, j'ai dévoré, mais vraiment littéralement dévoré, des tas de livres sur le sujet, du yoga, un peu tous azimuts. Bon, c'est un âge de découverte, donc j'y suis vraiment allé sans retenue. Et donc, j'ai commencé en fait à pratiquer du yoga, de la méditation, des choses comme ça, au travers des livres, dans un premier temps. Je me suis beaucoup intéressé à l'hypnose aussi, enfin tout ce qui est un petit peu la partie cachée de notre, je dirais,
notre monde intérieur, hein, notre monde mental profond, ou on pourrait dire même notre monde psychique. Et puis, à partir de 17 ans, je me suis dit, bon, les bouquins, c'est pas mal, mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin. Et donc, j'ai commencé à rechercher ce qui pouvait y avoir de disponible sur... voilà, j'étais en région parisienne, et donc... j'avais vu chanter les Hare Krishna dans les rues, ça m'avait pas mal interpellé à l'époque. Donc là, on est au tout début des années 70, hein. C'est même fin des années 60, hein, je suis né en 56. Donc oui, j'ai 16 ans, oui, c'est au début des années 70. Et alors j'ai même été un petit peu chez les Hare Krishna, dans leur temple, rue Le Sueur à Paris, enfin bon, qui maintenant ils sont plus là. Ce qui était rigolo, c'est que il y a pas très longtemps, j'ai été faire un vastu dans leur communauté, près de Tours. Bon, c'était assez drôle quand même. La Ah, boucle est ça, bouclée. Tu retournes. c'était une petite anecdote. Mais Et et qu'est-ce qu'on fait après, chez les Hare Krishna, du coup? Ils sont beaucoup dans la méditation, dans le oh, yoga, des choses comme ça? c'est beaucoup la dévotion quand même. Donc c'est bon, c'est vrai qu'ils ont une connotation quand même très secte. Mmh. Mais moi, je veux dire, on me bassine pas le cerveau avec des trucs où on me dit il faut que tu quittes tes parents, il faut que tu fasses ci, ça. Bon, après tout, j'ai un libre arbitre, et puis j'estime avoir suffisamment de bon sens. Et puis je suis d'un naturel curieux, donc je vais voir les choses et je me fais autant que je peux un avis par moi-même. Bon, évidemment bien basé sur mon système de croyance, mon système mental, mais j'ai pas été spécialement effrayé. Puis il y a certainement un petit rappel avec des vies lointaines qui faisait que j'étais en confiance. Et donc oui, c'est essentiellement quand même la dévotion, mais il y avait ce qu'on appelle des satsangs, c'est-à-dire des échanges, des discussions que je trouvais très intéressantes, justement sur un petit peu la spiritualité, que l'être humain est un petit peu plus qu'un tas d'os et de chair et de sang, mais qui a quand même d'autres dimensions. Et Du ça coup, me c'est là que tu as parlait. trouvé des réponses, surtout à une époque où peut-être, bon, bah, les gens de ton âge ou du moins de ton environnement familial et proche, n'étaient peut-être pas spécialement attirés par, des activités de méditation, de yoga. Mais chez les Hare Krishna, tu as pu trouver, peut-être certaines réponses ou certaines personnes qui partageaient aussi, Ça a été un épisode jusqu'au moment où, une fois, j'ai eu un entretien avec un genre de swami, enfin un moine, on va dire, de la communauté, qui apparemment avait un certain grade. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben, je lui dis, moi, j'aimerais bien me diriger vers la médecine. Enfin, et il me dit, mais tu sais, nous, en Inde, on peut former des gens à la médecine, et mais ça veut dire qu'il faut que tu quittes ton milieu et tout ça. Et là, j'ai dit: «Bon, stop». Non, j'ai pas je sentais pas, en fait, de m'exclure, si tu veux, de la société, Mmh. heu, parce que, bon, pour moi, la spiritualité, si tu veux, elle est présente, partout. Et donc là, j'ai pris des distances, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je me suis intéressé à un autre groupe de méditation très en vogue dans les années 70, puisque c'était la méditation transcendantale de Maharishi Mahesh Yogi. Et oui, il était très à la mode parce que c'était le gourou des Beatles, et on était donc dans cette période post-68 art, où en fait il y avait un élan, en fait, voilà, vers une certaine liberté. Et puis la méditation faisait partie, en fait, un petit peu de ce rêve d'émancipation par rapport à la société, je dirais Mmh. consumériste. Ouais. Et donc je me suis fait initier à cette pratique. Pour moi, elle a été très intense, c'est-à-dire j'avais des expériences intérieures fortes. D'ailleurs, je me souviens que ça mettait un peu en lésion les instructeurs qui visiblement partageaient pas ce genre d'expérience, alors que, bon, ce qui me semblait assez curieux, parce que pour moi, un instructeur, il est en accord avec ce
ce dont il parle. Donc, s'il parle de quelque chose, c'est qu'il doit le vivre. Mais j'étais encore assez naïf, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et donc, je me suis très, très investi dans ce mouvement, en fait. Je suis même devenu instructeur moi-même. Et à partir du moment où, justement, j'ai basculé un petit peu dans l'envers du décor, là, j'ai quand même été assez, je dirais pas déçu, mais enfin, il y a eu une prise de conscience où j'ai vu qu'effectivement, il y avait un énorme décalage entre le discours et la réalité des personnes, Mmh. enfin, de ce mouvement. Alors attention, hein, je veux pas, comme on dit, jeter le bébé avec, avec l'eau du bain. Il y a des gens effectivement de grande qualité, mais voilà, et puis il y avait quelque chose qui me gênait, c'est un peu cette structure très pyramidale où il y a, euh, je dirais, Marichi qui est tout en haut et qui est assez inatteignable, et puis une somme d'intermédiaires avec leurs histoires, leurs égos. Mmh. Et ça m'a quand même posé pas mal de soucis. Donc, en fait, je suis pas resté très longtemps. Par contre, je peux parler d'une chose, c'est que lors de ma formation d'enseignant, j'ai eu la chance de rencontrer Marichi. Et j'ai eu là aussi une expérience intérieure vraiment, vraiment très forte. Ça a certainement été la plus forte de mon existence, où pour la première fois, j'ai vécu une expérience de méditation claire et suffisamment, je dirais, étendue dans la temporalité pour, pour pouvoir ensuite comprendre vraiment ce qu'est la méditation. Parce que c'est vrai que quand on parle de méditation, en fait, on parle de quoi, hein? Est-ce que on parle d'une technique? Est-ce qu'on parle d'un état? Vous voyez, est-ce qu'on parle d'état modifié de conscience? Enfin, bon, ça peut-être, on reviendra sur ce débat-là. Mais en tout cas, avec cette confrontation, il y a un moment, je pense que le terrain était propice parce que ça faisait quand même 6 mois. Cette formation, elle est assez longue, hein. Je suis resté 8 mois en séminaire, avec quand même 4-5 heures de méditation par jour. Donc, vous voyez, c'est quand même assez Mmh. conséquent. Et donc, effectivement, le terreau était propice et la rencontre avec le maître a été comme une bombe atomique, hein. C'est vraiment, ça a été très, 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 très puissant. Et ça m'a donc scotché dans un état où je suis resté 2 jours et demi exactement, dans cet état-là. Et puis tout à coup, c'est comme si on avait coupé l'interrupteur. Pouf, j'ai repris l'ancien costume. C'était, bon, voilà, je suis redescendu. Et alors, pour finir la petite histoire, heu, après, donc quelques heures plus tard, après être revenu dans mon costume, je dirais, avec ses limites, je rencontre à nouveau Marichi dans un couloir. On est pratiquement l'un à côté de l'autre. Il s'arrête, il me regarde et sans ouvrir la bouche, hein, il m'a parlé à l'intérieur. J'ai entendu sa voix, pas une voix physique, hein, une voix à l'intérieur. Il m'a dit: «Bon, tu vois, maintenant, il va falloir bosser que tu bosses pour retourner dans cet état». Heu, c'est pour vous situer quand même le niveau du maître. Hein, bon, il est plus de ce monde aujourd'hui, mais il a été aussi beaucoup décrié. Mais quand on rencontre, parce qu'il y a des gens qui ont des idées sur un peu tout, sans jamais mouiller la chemise, vous voyez, Mmh. sans jamais aller se confronter. Bah, je peux vous dire qu'il était petit par la taille, hein, puisqu'il faisait 1,50 m, mais par contre, au niveau de la puissance psychique et du rayonnement intérieur, j'ai rarement rencontré. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres maîtres, d'autres gourous, mais celui-là m'a énormément impressionné. Mmh. Et puis il t'a permis aussi d'aller plus loin dans ton expérience et d'aller vraiment à la rencontre, de ce qu'est réellement la méditation. Tu sais, Exactement, c'est c'est, exactement. mmh, c'est incroyable ton histoire parce que et c'est pour ça qu'on a voulu, parler avec toi de méditation. Parce qu'aujourd'hui et même tu le dis depuis les années 70, depuis que la méditation est un petit peu à la mode, on a parfois l'impression que la méditation, c'est une activité et qu'on doit aller vers la méditation, comme, quelque chose qui va, nous permettre d'améliorer quelque chose chez nous et cetera. Mais tu vois, pour toi, dans l'expérience que tu nous racontes, la méditation est venue à toi avant que tu comprennes,
que tu puisses mettre des mots sur ce qu'était cette expérience. Donc c'est hyper intéressant de se dire que l'état de méditation, il peut tout à fait venir avant de l'apprendre. Est-ce que d'ailleurs tu penses que c'est quelque chose qu'on peut apprendre, la méditation? Non, on le vit, on l'apprend pas, on le Ouais. vit et c'est une entreprise de dépouillement, en fait, la méditation. Il y a Mmh. rien à acquérir, en fait, hein. Il y a rien à collecter, il y a rien à prendre. Il y a tout à laisser et en fait, c'est justement parce qu'on est très encombré que cet état n'émerge pas spontanément. Ouais. On est très englué, en fait, dans nos petites névroses et nos tensions, nos traumas et en fait, voilà, c'est une entreprise de dépouillement, en fait, enfin, les techniques de méditation nous permettent justement de petit à petit d'éclaircir. Moi, j'aime bien prendre cette image, en fait, c'est en fait le soleil qui est là. Et en fait, dans notre état commun, ben, on a les pieds sur terre et en fait, on a une énorme chape de nuages au-dessus. Et donc, on se dit, ben, il est où le soleil, en fait? Il est où? Mais il est toujours là. Mais en fait, les nuages, eh ben, c'est la somme de nos tensions intérieures, de notre historique névrotique, on pourrait dire psychologique névrotique. Et la méditation, elle va permettre petit à petit, les techniques de méditation vont permettre petit à petit d'éclaircir en fait ces couches de nuages. Et puis il y a un moment, bah, la lumière apparaît. Mais elle a toujours été là, en fait. Et c'est en ça que c'est une entreprise de dépouillement et non pas une acquisition de quelque chose qu'il faut tirer vers soi. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça Mmh mh. fonctionne pas comme ça. Alors juste un mot pour dire, dans les années 70, tu disais que tu faisais de la méditation, c'était pas à la mode, hein. Tu rasais plutôt les murs parce que tu étais pris, pour un justement, pour un chanteur d'Hare Krishna et un fumeur de marijuana, tu vois? Heu, Maintenant, c'est vrai que tu dis: «Tu fais la méditation», on te rit pas au nez, quoi. C'est devenu, Ouais. Au contraire, c'est parfois on me dit: «Quoi? Tu médites pas?» mmh. OK. Et alors dans ton parcours, quand tu commences donc à apprendre les techniques de méditation et cetera, est-ce que ça t'aide dans ton quotidien? Comment, en fait, tu lis, ta pratique de la méditation avec, bah, ton quotidien social, professionnel? Par exemple, tu disais que tu avais voulu, commencer à apprendre la médecine, hem et puis, je sais que tu as appris finalement la chirurgie dentaire, que tu en as fait ton métier. Est-ce que, la pratique de la méditation t'aider dans ton quotidien professionnel, personnel et cetera? Alors déjà, je considère que la méditation, c'est la première des médecines, si tu veux. Mmh. Tu vois? C'est fondamental. Ensuite, oui, ça a apporté des choses, mais alors je vais aller un petit peu plus loin dans l'histoire, parce qu'apparemment c'est un échange un peu autobiographique aujourd'hui, donc je vais me prêter au jeu jusqu'au bout. Et puis, donc en fait, après rester une décennie à peu près dans la méditation transcendantale, il y a un moment, en fait, je me suis dit: «Bon, j'ai pas trop ma place, en fait, dans cette organisation». Parce que, psychologiquement, enfin les rapports que je pouvais avoir avec les autres instructeurs étaient quand même compliqués et comme je suis quelqu'un d'assez entier, ben, il y a un moment si ça grince trop, soit bon je fous le bordel, soit je me dis: «Bon, ben, je les laisse en fait dans leur petit camp à soi et puis, moi je vais vivre ma vie, je vais faire mes expériences». Donc à partir de ce moment-là, bah, j'ai eu une petite phase, de un petit peu de recherche à nouveau. J'ai rencontré un gourou très étonnant qui s'appelle Guru Maharaji. Et je l'ai rencontré à Londres, alors une énergie assez extraordinaire, mais là pour le coup, ça sentait vraiment, vraiment la secte au niveau des disciples. C'est-à-dire qu'ils parlaient tous avec la même voix, les mêmes intonations, les mêmes mots, les mêmes trucs et ça non, j'ai dit: «C'est pas possible, quoi». Par contre, je sentais bien qu'il y avait de l'énergie à ce niveau-là, mais disons que le contexte, me plaisait pas. Donc ça a été vraiment un tout petit épisode de quelques mois et ensuite, j'ai rencontré, un swami qui s'appelle Swami Ariyarananda Giri, donc qui est pas très connu, mais par contre, je vais vous citer un autre swami qui était co-disciple de Ariyarananda Giri, qui s'appelle, Swami Yogananda.
Yogananda a écrit un livre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi. Et ça, c'est un best-seller qui est sorti dans les années 50, je crois, et qui est toujours disponible. Donc, c'est un yogi qui a vécu essentiellement aux États-Unis et qui avait comme maître donc Sri Yukteswar. C'est la lignée, ce qu'on appelle la lignée de Babaji, peut-être certains connaissent. Et donc, Swami Hariharananda Giri était un co-disciple de Yogananda, donc il avait comme maître aussi Sri Yukteswar. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ce Swami et d'être initié au Kriya Yoga. Et j'ai suivi cet enseignement pendant à peu près 2 ans et demi, 3 ans. C'était très fort en termes d'énergie, beaucoup d'énergie au niveau du cœur. Par contre, intellect, je dirais 0. Alors, j'étais encore assez jeune à cette époque, hein, je devais avoir à peine 30 ans, et j'étais encore, je dirais, dans une démarche très intellectuelle, c'est-à-dire j'avais beaucoup besoin de nourrir mon intellect, ma rationalité, de comprendre les choses. Et quand on posait la question à Swamiji, à Swami Hariharananda, une question justement d'ordre un petit peu intellectuel, il répondait you have just to meditate. Et en fait, je vivais une grande frustration parce qu'en fait, il répondait jamais aux questions d'une façon justement claire pour mon intellect. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit bon, je fais quoi en fait, parce que l'énergie c'est bien, mais j'ai besoin de nourrir aussi d'autres aspects. Et c'est là où il y a eu une rencontre vraiment décisive pour moi dans ma vie, qui a été donc 1984, la rencontre avec Swami Satyananda, donc un autre Swami indien, qui donnait une conférence à Paris. Et là, pour moi, il y a eu réunion en fait des deux aspects, c'est-à-dire qu'il y avait un sage qui savait parler aux Occidentaux, qui savait aller loin en fait dans la décortication un petit peu des processus et dans l'intellect, et qui avait en même temps évidemment cette ouverture du cœur, cette énergie. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose de fort, et j'ai dit bon, là, je vais poser mes valises en fait. Et donc, je suis resté un peu plus de 20 ans dans cette organisation. J'ai été de nombreuses fois en Inde, dans l'ashram de Swamiji. Et ça a été très, très riche d'enseignements, parce que j'ai beaucoup nourri mon intellect. Et alors oui, justement, tiens, ça c'est intéressant, parce que on cherche à faire souvent une approche assez intellectuelle de la méditation. Et en fait, dans ces années 80, non, les années 90, j'ai eu un épisode en fait familial qui a été assez compliqué, un divorce, bon, qui m'a quand même beaucoup secoué. Et j'ai eu une période très trouble en fait, où j'étais, je vais pas dire dépressif, mais vraiment très très désabusé, ne voyant plus en fait vers où aller. Et je me souviens d'avoir appelé un ami Christian, bon, je ne donnerai pas le nom de famille, un ami kinésithérapeute, qui était, vous savez, ce genre de copain qui est en fait les compagnons de route. C'est-à-dire, c'est des gens, vous pouvez les appeler dans n'importe quelle situation et ils ne sont pas là pour vous donner à tout prix leur avis, vous voyez, mais d'essayer de comprendre ce que vous vivez et de vous donner un conseil, mais avec leur cœur et non pas avec leur tête. Et donc, je dis à Christian, je lui dis, écoute, là, je suis un peu au bout du rouleau, j'ai un espèce d'écran noir devant moi, je ne vois rien, pourtant je fais beaucoup de méditation, ça m'inspire beaucoup dans la vie, mais je suis perdu, je suis vraiment perdu. Et alors il me dit, bah écoute, je ne sais pas trop quoi te dire, peut-être tu pourrais essayer de solliciter un monsieur que je connais bien, qui travaille avec Arnaud Desjardins, et qui s'appelle Christophe Massin, qui est un psychiatre. Alors déjà, pour moi, c'est un gros mot, hein, psychiatre. Je dis, oh là là, non, ça c'est... Il dit, non, mais écoute, reste cool. En fait, c'est aussi un disciple d'Arnaud Desjardins, un disciple
Swami Prajanpad, donc c'est un swami indien qui a beaucoup inspiré Arnaud Desjardins et Denise Desjardins. Bon, là je cite des gens, peut-être vous connaissez pas, mais c'est vraiment intéressant. Ils ont écrit de nombreux livres super, vraiment super profonds. Et donc je connaissais un petit peu Arnaud Desjardins pour avoir lu des livres. Mais je ne le connaissais pas directement. Mais il me dit, voilà, Christophe Massin, c'est le gendre d'Arnaud Desjardins. Il est marié avec sa fille. Et c'est vraiment un type exceptionnel. Et peut-être tu peux avoir un entretien avec lui pour un peu démêler tes affaires. Bon, je me dis, bon, écoute, la vie me donne cette info. Ok, qu'est-ce que je risque? Allons-y. Et donc, je prends le téléphone en question, j'appelle, je tombe sur un répondeur, je laisse un message, voilà, je vous appelle de la part de Christian Attel, et puis il m'a dit que bon, ce serait peut-être possible de pouvoir discuter avec vous, enfin voilà. Et puis le gars me rappelle en fait quelques heures plus tard, et on discute un peu, et puis bon, à l'issue de la discussion, il me dit bon bah d'accord, je vous accorde une heure, on pourra échanger. Et donc pendant cette heure-là, en fait, je déballe un petit peu tout ce que j'avais sur le cœur. Et puis, je lui dis, en fait, cette phrase qui l'a marquée. Je lui dis, écoute, j'ai fait de la méditation comme un taré. Vraiment, j'ai eu des fois des sadhanas, c'est-à-dire des pratiques personnelles le matin qui duraient 3 heures. Je me levais à 4 heures du matin pour finir à 7 heures pour pouvoir aller après travailler. Et j'ai fait ça pendant des mois, voire même des années. Et puis, en fait, ça sert à rien. La méditation, ça sert à rien. Je suis toujours en fait dans les mêmes problématiques. Et je pense que devant l'élan de sincérité et tout, Christophe me dit que ça vous intéresserait de travailler avec moi? Et là, je lui dis spontanément oui, comme ça, sans réfléchir. Alors que mon ami Christian m'a dit, mais tu sais, compte même pas avoir un suivi avec lui parce qu'il est débordé, il prend personne déjà, il y a des listes d'attente énormes, enfin bon. Donc, j'étais assez surpris de la proposition et de ma réponse aussi, qui était aussi certainement que le courant passait très très bien, voilà, c'était spontané. Et du coup, je me suis engagé dans ce travail qu'on appelle le lying, c'est-à-dire en fait c'est une connexion intérieure au monde des émotions. Et je dois dire que jusqu'à cet âge, à peu près dans les années 90, même si j'avais été très loin dans la méditation, dans certaines expériences psychiques, j'avais pas ouvert une porte essentielle, qui est en fait la connexion au monde émotionnel. C'est-à-dire que mon cœur était cadenassé. Et cette entreprise en fait que j'ai faite pendant 2 ans et demi avec Christophe Massin, ça a été en fait d'ouvrir cette cage et de me connecter à ma vie émotionnelle. Et ça a été très douloureux. Je dois dire quand même que j'ai utilisé des kilomètres de Kleenex, mais que ça a été certainement aussi la plus grande découverte dans mon monde intérieur, parce que ça m'a réconcilié avec beaucoup d'aspects à partir du moment où j'ai laissé remonter en fait les traumas, des traumas d'abandon, enfin différentes choses qui sont somme toute assez classiques. Et c'est pour ça que ça m'a aussi un peu réconcilié avec, je dirais, cette voie plus psychologique, même si on doit à un moment transcender l'intellect, transcender le psychologique pour aller justement dans la sphère émotionnelle, mais c'est comme un fil, vous voyez, le fil d'Ariane qu'on tire en fait tout doucement pour apprivoiser en fait l'enfant traumatisé et de pouvoir à un moment découvrir en fait ce qui bloque à l'intérieur, parce que la méditation, ça peut parfois permettre ce travail-là. En tout cas, moi, malgré l'intensité que j'y ai mis, ça m'a pas ouvert cette porte. Et c'est grâce à ce travail, on va dire, plus psychologique, plus classique, enfin, même si le lying, c'est quand même une méthode qui est un peu à la marge par rapport je dirais, à la psychologie classique, mais on est quand même allongé sur un divan, les yeux fermés. Vous voyez, bon, il faut respirer un petit peu pour se mettre en condition. Et puis, c'est toujours qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Et donc, on prend quand même appui, si vous voulez, par le canal du rationnel et de l'intellect, et on essaye de tirer comme ça petit à petit les fils.
Et donc, de 94 à 97, ça a été une révolution. Et je dois dire que ça m'a permis, dans un deuxième temps, d'approfondir aussi la méditation. Parce que on ne peut pas monter, sauf des épisodes très particuliers, quand j'étais avec Maharishi qui m'a complètement collé au plafond. Oui, mais ce n'est pas dû à mes capacités, si vous voulez. C'est comme un cadeau qu'on vous fait, qui vous porte. Hein. C'est comme ce qu'on appelle le darshan, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut monter dans l'énergie, mais en fait, on s'appuie sur l'énergie de l'autre. Et du coup, ça reste ponctuel, tant qu'au niveau émotionnel, aussi, c'était pas bien sûr. ouvert. Et en fait, on a la capacité à monter dans la lumière, c'est proportionnel à la capacité à aller dans l'obscurité. C'est comme un balancier, vous voyez, ces comptoises là, c'est une sorte d'horloge tout en hauteur, comme ça, avec ce joli balancier. Hein. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on veut monter dans la lumière, mais on ne veut pas aller dans l'obscurité. Mais la capacité à monter dans la lumière, elle est proportionnelle à la capacité à aller dans l'obscurité. Et à partir du moment où j'ai réalisé ça, eh bien, ça a pris de l'ampleur. Moi, ce que je note dans ce chemin entre la méditation, le psychologique aussi, l'émotionnel, c'est qu'on a besoin de personnes autour de nous pour nous emmener dans ces états-là, ou en tout cas pour s'ouvrir, pour enlever toutes ces valises qu'on peut avoir de vie passée ou d'enfance, etc. Tu nous as parlé de plusieurs maîtres spirituels, qu'ils soient originaires d'Inde, puis là plus local, entre guillemets, avec ce dernier psychiatre, du coup. Mais on a vraiment besoin des autres, finalement, pour arriver dans des états méditatifs ou dans des états qui nous permettent de nous alléger. Alors, je pense que tout thérapeute, hein, que ce soit dans l'Ayurveda, que ce soit un psychiatre, que ce soit un maître en yoga, peut simplement placer un contexte favorable pour que les choses se fassent. Mais la responsabilité nous appartient. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Christophe Massin l'expliquait très bien. Il dit, il y a des gens, ils peuvent rester 5 ans en faisant des lying. S'ils n'ont pas décidé, rien ne se produit. Donc, vous pouvez voir le plus grand maître éveillé et être à ses côtés. Et ce n'est pas pour autant que l'éveil va forcément se faire. Disons qu'il y a un contexte favorable qui est initialisé par ces interactions, par ces personnes-là. Mais il y a un moment, il faut retrousser la chemise et mettre les mains dans le cambouis. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Et la grande qualité pour moi du yogi, c'est justement la ténacité. Parce que quand on commence ce travail intérieur, ce n'est pas forcément toujours une partie de plaisir. Il y a des fois, on se colte quand même des choses compliquées et on a plutôt envie de tourner les talons. D'ailleurs, c'est là où on voit actuellement, c'est un petit peu devant la pléthore des offres, c'est aussi, moi ça me désole parfois, c'est de voir une certaine forme de consumérisme qui continue au travers, je fais 6 mois la technique ceci, 6 mois la technique cela, et puis dès que ça commence à serrer un petit peu à l'intérieur, oh mais lui, oh non, lui il n'est pas valable, enfin tu vois, on se dégage assez rapidement, on s'enfuit en fait. Alors qu'on commence à faire quelque chose justement d'intéressant. Je dirais d'intéressant, parce que le maître, l'enseignant, enfin, il n'est pas là pour te brosser dans le sens du poil, si tu veux, tu vois. Si dans tes traumas, tu as besoin d'être un peu rassuré, il va avoir un moment de bienveillance, d'accueil, si tu veux. Et puis quand ça se consolide un petit peu, il dit, bon, là maintenant ça va, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet et aller appuyer un peu là où ça fait mal. Tu vois, parce que se connaître, c'est quoi se connaître, hein? C'est pas juste se connaître en termes de lumière, c'est aussi se connaître tout ce qu'on a tassé, qu'on a mis sur le côté, hein. On a mis une chaîne autour, on a mis 3 cadenas et on a acheté la clé. Hein. Il faut bien à un moment, tu vois, y retourner. Et la connaissance de soi, c'est ça, hein, c'est l'intégralité. C'est de nous dont il s'agit d'ailleurs. Ouais, et souvent c'est notre ego qui a un petit peu peur d'aller justement là où ça fait mal et de pousser un petit peu plus loin le champ de la découverte.
C'est peut-être là où il y a le libre arbitre aussi. Ouais. C'est-à-dire que la vie, de toute façon, se charge de nous amener dans les situations d'apprentissage, hein. Euh, et peut-être notre libre arbitre, c'est est-ce que j'emprunte la voie de droite, la voie du milieu ou la voie de gauche, si tu veux, tu vois. Mais de toute façon, il faudra aller du point A au point B. Euh, mais si tu n'entends pas le message de la vie quand elle est plutôt, tu vois, dans la douceur, si tu veux, ben, la fois d'après, elle va taper un petit peu plus fort et encore un peu plus fort et encore un peu plus fort. Donc, il y a un moment, si tu veux, tu ne peux plus esquiver, quoi. Tu vois, c'est là où la magie, d'ailleurs, de la vie et de son ultime bienveillance, hein. Bon, c'est un discours, je sais, qui peut être un peu provocateur, parce que parfois, les gens, quand ils sont dans les difficultés, ils se disent « Ouais, bah, c'est bien gentil, mais enfin, si lui, il vivait ce que moi, je vis, tu vois, il parlerait autrement. » Bah oui, mais ça, c'est encore une lecture. Je suis désolé de Mmh. dire, c'est une certaine lecture, parce qu'en fait, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la vie est malveillante avec certains et bienveillante avec d'autres. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'intelligence dans la vie, il n'y a pas d'intelligence dans la nature. Bah, chacun fait n'importe quoi et effectivement, là, il faut consommer, jouir autant que possible des choses, le plus vite possible, si tu veux, parce que ça n'a pas de sens. Ok, c'est une certaine cohérence, mais moi, je n'adhère pas à ça. En tout cas, c'est pas ce que je vis. Pour moi, la vie, il y a une vraie intelligence. Et s'il y a une intelligence, ça veut dire que quand quelque chose, j'ai quelque chose à apprendre dedans. Peut-être que l'autre, il est décalé. Peut-être que l'autre, euh, il est pas clean ou ceci, cela. Mais toujours revenir aussi vers soi pour se poser la question, mais qu'est-ce qui est dérangé aussi dans cette attitude? Parce que tu vois, je croise quelqu'un dans la rue, il me dit, bon, t'es un con. Bah, je lui dis, ouais, t'as le droit de penser ce que tu veux, ok, mais moi, tu vois, ça change rien pour moi, si tu veux. Si j'ai besoin de l'autre pour me sentir exister, ça veut dire que je suis excentré, donc ça veut dire que j'ai un problème de connexion intérieure. Hein. Quand tu grandis dans la méditation et que tu fais cette connexion intérieure, tu n'as plus besoin de l'autre, si tu veux, pour te sentir exister. Ça ne veut pas dire que tu vis tout seul. Tu es toujours en interaction avec le monde. Mais si tu as une action, tu vois, qui se solde par quelque chose de positif, bah, tu es content, tu es heureux, tu es bien, mais voilà, sans plus. Tu fais une action avec ton cœur, mais le résultat n'est pas là. Ce n'est pas pour autant que tu vas être au 36e dessous. Tu vois, si tu as absolument besoin toujours du reflet de l'extérieur pour te sentir apaisé, heureux, et ci et ça veut dire que fondamentalement, tu n'es pas connecté intérieurement. Parce que quand tu sais qui tu es, si tu veux, c'est la liberté, tu es libre. Et à ce moment, tu es heureux. Il faut réussir Un ange passe. à ce stade-là. Non, bah, c'est important que les anges passent. Le silence est important, je pense. C'est pas évident, en effet, comme discours, surtout pour peut-être des personnes qui nous écouteront et qui vivent des moments difficiles. Mais c'est là tout l'art de cette pratique de la méditation ou d'autres pratiques également, comme le yoga ou encore d'autres pratiques je ne vais pas tout citer aujourd'hui, mais tu disais l'hypnose aussi. Voilà, c'est de prendre du recul aussi sur sa vie et finalement de réaliser que qu'est-ce qui fait que notre vie est belle, c'est aussi son lot d'échecs, de douleurs, de souffrances qui fait que on réalise a posteriori souvent que c'était bien de vivre ça parce que ça nous a permis de vivre d'autres choses derrière aussi. Donc, En général, quand on est dans la tourmente, c'est compliqué. Effectivement, de faire ce constat, si tu veux, il faut avoir la capacité de vivre l'instant présent en conscience. Hein. Alors ça, c'est encore quelque chose qui est dans la mode, hein, la pleine être conscience. dans le moment La présent. méditation pleine conscience, l'instant présent. Oui, Mmh. très bien, mais si tu veux, c'est pas parce que tu as décidé que tu l'es, quoi. Mm, c'est C'est sûr. un petit peu plus compliqué parce que c'est un état, si tu veux. C'est un petit peu comme si tu disais, là, on est éveillé et je veux dormir. Ben non, parce que dormir, c'est un état, tu vois. Quand tu dors, tu dors, tu vois. Quand tu es réveillé, tu es réveillé. Et donc, la Mm. pleine conscience, hein, là, on en revient en fait à méditation en termes d'état de conscience. Hein. Donc là, on n'est plus on parle plus de la méditation technique, tu vois. C'est peut-être le but ultime
des techniques, c'est d'apporter justement cet état de conscience qui est la méditation, avec un M majuscule. Mais là, je me suis éloigné, d'ailleurs, je ne sais plus où je voulais aller. Tu peux me répéter, Lorraine? Parce Je que je parlais voulais m'appuyer sur quelque chose et puis en fait… par rapport aux échecs, aux souffrances, qu'au final, ça nous permet de prendre du recul et de rebondir et de réaliser que notre vie, Oui, alors justement, tiens, tu vois, je voulais faire un parallèle par rapport à ça, sur ce qu'on vit actuellement, puisque là, il y a eu des confinements, tu vois, des périodes. Et combien de personnes m'ont dit, en fait, quand il y a eu le confinement, tout ça, c'était la catastrophe. Enfin, tu vois, ça a été très, très dur à vivre. Et puis, au final, ça m'a permis de m'arrêter, de ne plus avoir la tête dans le guidon. Et puis, en fait, je me suis posé des vraies questions sur mon existence, tu vois. Et puis, je me suis aperçu, peut-être j'avais un boulot de con, enfin, tu vois, des trucs, et qu'en fait, il faut que je gère ma vie différemment. Donc, de quelque chose qui, dans un premier temps, paraît être la catastrophe, tu vois, quelque chose, eh bien, en fait, on peut en tirer une opportunité. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées. Moi, mon premier divorce, je pourrais dire, c'était la catastrophe. Je l'ai vécu comme une catastrophe dans l'instant, si tu veux. Mais dans ce désespoir, tu vois, dans ce déchirement, si tu veux, c'est parce qu'en plus, ça n'a pas été à mon initiative, ce divorce. Tu vois, donc j'ai vraiment vécu comme quelque chose qui est très difficile, mais devant cette difficulté, la vie m'a ouvert une porte, tu vois, et m'a amené à rencontrer justement ce monsieur, Christophe Massin. Et de là, il en est sorti une réalisation, tu vois, il en est sorti quelque chose. Donc au final, je me dis, c'était une sacrée opportunité. Donc, dans le moment de la tourmente, je comprends complètement que les gens aient tendance à se victimiser, c'est-à-dire, je suis une victime de la vie parce que je suis trop malmené et je souffre. Et je comprends complètement. Mais il faudrait justement avoir la capacité d'avoir un petit sursaut, si tu veux, de conscience, d'être, pour se dire, bon, mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans et qu'est-ce que je peux comprendre et vers quoi je peux aller? Et il y a toujours un enseignement, il y a toujours un enseignement. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui vivent ce dont tu parlais, cette frustration, peut-être face au consumérisme existant dans les différents types de méditation, de yoga? Donc, ces personnes qui aujourd'hui font du yoga, font de la méditation, mais n'arrivent pas à y trouver du bien-être, ou en tout cas n'arrivent pas à se sortir de leur marasme quotidien. Si tu devais donner un conseil, lequel ce serait? Déjà, je pense que il faut se replonger un petit peu dans son état d'enfance et quel était mon rêve? Parce qu'en fait, souvent, on s'est éloigné de choses essentielles et on cherche des solutions, mais qui nous excentrent, en fait. C'est-à-dire qui sont peut-être pas en rapport avec vraiment les choses essentielles et importantes. Donc déjà, le premier conseil que je pourrais donner, c'est: quel est votre rêve au fond? Et qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui dans l'état, là où je suis, dans ma vie, pour peut-être m'en rapprocher? Parce que c'est ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et ensuite, eh bien, si j'ai un outil comme la méditation et tout ça, je l'approfondis. C'est-à-dire, j'y vais vraiment. Je ne suis pas tiède. Je me donne les moyens. C'est ça, se donner les moyens. Et là, vraiment, la plus grande vertu d'un yogi, hein, d'un apprenti yogi, en fait, c'est vraiment d'être dans la ténacité, mais il ne s'agit pas d'être dans un intégrisme ou dans un fascisme intellectuel. Vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mais d'être, voilà, de se donner les moyens, de ne pas être timoré. Et si on se trompe, c'est pas grave. Mais au moins, on sait qu'on a été au bout de quelque chose. Et justement, on pourra mieux rebondir vers autre chose. Mais quand c'est moyen tout le temps, c'est pas très intéressant et à mon avis, on perd son temps. Et
La roue du temps, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe. Ça, c'est un grand leurre. C'est qu'on pense toujours que ce sera plus facile demain. Je pense que ça peut être la conclusion. C'est-à-dire de se dire, mais j'ai du temps. Oh, et puis de toute façon, quand j'aurai fait ça, ce sera plus facile. Et ça, non, ça, c'est un leurre. Ça n'existe. Demain n'existe pas. Demain n'existe pas. Il n'y a aucune raison pour que ça soit plus facile. Sauf, bon, si vous êtes cloué à 42 fièvres au fond du lit, bon, bah là, effectivement, attendez peut-être d'avoir. Demain sera peut-être un peu meilleur. Demain sera un petit peu meilleur. Non, mais parce que j'en vois toujours certains qui vont dire, tu vois, ils vont rigoler. Mais si on est dans son état, je dirais, bon, normal, habituel, c'est quelque chose d'assez naturel de toujours remettre un petit peu au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, et en pensant qu'effectivement, ce sera un petit peu plus facile. Oh ben non, là, je suis pas dans les conditions. Non, non, ça, c'est maintenant. Comme on dit, ici et maintenant. Ici et maintenant. Belle conclusion. Est-ce que tu peux nous parler, Laurent, de ton livre Yoga et méditation? Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Oh oui, je peux avoir quelques mots parce qu'en fait, l'écriture, c'est pas mon truc en fait. Et ah oui, alors c'est bizarre de dire ça pour quelqu'un qui a écrit un bouquin. C'est ça. Mais en fait, bon, ça remonte à une dizaine d'années. En fait, j'ai un copain. Alors, c'est pas le Christian, c'est un autre ami qui s'appelle Gérard. Et on a une discussion. Bon, c'est vraiment un ami de longue date sur la route de la méditation. Et puis, on discute comme ça. Puis, tout d'un coup, au plein milieu d'une conversation, il me dit « Oh, Laurent, tu vas écrire un livre. » Ben voyons. Ça va pas la tête, tu vois. Je lui ris au nez, franchement. Je lui dis non, mais moi écrire un livre, non, c'est pas mon truc et tout ça. Et donc ça en reste là. Une semaine après, une autre personne qui connaît pas le Gérard en question, ça c'est important, elle me dit la même chose. Alors là, je m'arrête, je me dis non, mais attends, c'est quand même bizarre. Il y a un truc là. Il y a un truc. Eux, ils ont reçu un message pour toi. C'est pourquoi on me donne cette information-là, tu vois? Puis écrire un livre sur quoi? Je vais pas écrire un roman ou un truc. De toute façon, si je dois écrire un livre, c'est forcément sur la méditation. C'est ma vie, la méditation. Bon, alors je commence en fait à considérer que c'est un message effectivement qui vient de quelque part et que je dois prendre en compte. Et puis, je croise un ami agent immobilier près de chez moi. Puis, comme ça, en lançant une boutade, je lui dis: «Oh bah, tu sais, je vais écrire un bouquin sur la méditation». Ah, il me dit: «C'est une super idée, ouais, ouais, écrire un bouquin. Mais alors, il faut que quelqu'un comme moi, qui n'y connaît rien du tout, que ça soit pas emmerdant à lire», tu vois? Parce que la méditation, c'est vrai que les livres, la méditation, tu sais, il y a une petite connotation, c'est le bouquin que tu ouvres pour t'endormir le soir, tu lis 2 pages, puis en fait, tu comprends rien, et le lendemain, tu relis les 2 mêmes pages, tu vois? Et tu comprends toujours rien. Et tu comprends toujours rien. Et donc, je me dis: «Bon, alors OK». Parce que j'avais commencé à faire un petit plan, tu sais, pour faire un livre, un peu, qui est visiblement qui se dirigeait vers le livre chiant à lire, tu vois? Genre un peu dictionnaire de la méditation, enfin. Et puis en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Mais en fait, Laurent, tu as vécu plein d'aventures plein de choses, et si tu faisais ça plutôt en fait sous forme d'une histoire?» Et en fait, ce livre, voilà, il s'est construit tout seul. Je l'ai écrit d'ailleurs essentiellement la nuit parce que j'avais quand même pas mal d'activités dans la journée. Comme je dors peu, ça c'est méditation faisant, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et j'ai beaucoup, beaucoup reçu. En fait, il y a un canal qui s'est ouvert, et en fait, l'écriture a été beaucoup plus facile que je ne pensais. Malgré que j'ai pas spécialement d'aptitude au départ, mais ça s'est fait facilement. Et vraiment, il y a une énergie dans ce livre qui est assez intéressante. Ça a été d'ailleurs rapporté par les personnes qui l'ont lu, qui m'ont dit qu'elles étaient assez inspirées, qu'elles sentaient de l'énergie en fait dans le livre. Et donc c'est un petit groupe de personnes. Ça pourrait être voilà, ça pourrait être vous, Nat et Lorraine, avec quelques autres, qui se retrouvent dans un petit ermitage dans le nord de l'Inde, qui veulent apprendre la méditation. Alors il y a un paysan, il y a un homme d'affaires, enfin il y a un petit groupe, et il se passe plein de choses en fait à l'intérieur du groupe. Et en fait, le lecteur, au travers des différents personnages, il peut se projeter.
si tu veux, il peut se projeter au travers de ce qui leur arrive. Enfin, il y en a un qui tombe amoureux d'une indienne, tu vois. Alors du coup, il est venu pour apprendre la méditation, mais il a la tête complètement à l'envers parce qu'il pense qu'à la nana en question, tu vois. Et c'est pas autobiographique ça, hein, par contre. C'est ce que j'allais te demander. Mais non, je suis pas tombé amoureux d'une indienne, mais par contre, j'ai vu quand même des choses un peu similaires. Parce qu'en fait, c'est pas forcément mon histoire, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez autobiographiques, soit par des aventures que j'ai pu vivre avec d'autres personnes qui m'accompagnaient. Enfin bon, c'est assez rigolo, mais il y a beaucoup de vécu en fait dans tout ça. Et puis il y en a un qui se retrouve à faire du karma yoga, à éplucher des patates, tu vois, des trucs. Enfin, c'est le service hein, qu'on appelle le seva aussi. Enfin bon, ça a différents termes dans le monde du yoga. C'est donc en fait, c'est tu es partie prenante du lieu et tu te mets à, tu vois, à rendre service, si tu veux, pour la communauté. Et en fait, le gars, bah, il comprend pas du tout pourquoi il est là à éplucher des patates pendant des heures, tu vois, enfin, ce genre de choses. Ça me rappelle aussi des aventures beaucoup plus personnelles dans l'ashram en Inde. Et donc, en fait, si tu veux, au travers de toutes ces aventures-là, il y a toujours le regard du sage qui est là, et donc des questions qui lui sont posées sur les émotions, sur la vie, sur la mort, sur tu vois, la peur, enfin. Et du coup, c'est très près de la vie. Et c'est pour ça que je pense que ce bouquin est intéressant, parce qu'il y a toujours un regard yogique, si tu veux, par rapport à des choses très banales, très actuelles, et qui touchent tout le monde, qui concernent tout le monde. Top. Eh ben, on recommande aux personnes de se rendre sur la boutique de l'Institut français de Vastu pour pouvoir se procurer le bouquin, puisqu'il y est disponible en boutique. Ouais. Donc, on rappellera évidemment toutes les infos dans les notes d'épisode. Merci à vous. Merci à toi, Laurent, pour cet épisode et cette proposition d'épisode sur la méditation. C'était très intéressant de voir, de connaître un petit peu ton chemin, parce qu'on te connaît comme fondateur de l'Institut français de Vastu, mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas cette partie, même primordiale de ta vie finalement. Et quand on me demande, tu vois, souvent on me demande, parce qu'on pose souvent quand même des questions par rapport au Vastu, donc là c'est la médecine indienne de l'habitat, hein, mais on avait effectivement déjà fait une interview ensemble sur le sujet, et on me demande souvent quand est-ce que tu as appris, à partir de quand tu as découvert le Vastu, quand est-ce que tu l'as appris, donc il y a une date charnière 96, donc ça fait effectivement un peu plus de, enfin une vingtaine d'années maintenant, 25 ans, pardon. Mais en fait, pour moi, le vrai début de l'apprentissage du Vastu, c'est les années 70 quand j'ai démarré la méditation. Parce que le Vastu s'inscrit dans la vie, si tu veux. Alors bien sûr, c'est la thérapeutique de l'habitat, mais voilà, la médecine, c'est quelque chose de global. Et quand je disais tout à l'heure, au début de notre interview, je considère que la médecine, c'est la première des méditations, c'est vraiment, vraiment le fond de ma pensée. Si tu veux, si vous voulez vraiment vous soigner, eh bien, faites de la méditation. Ça vous viendrait pas à l'esprit de plus prendre de douche, de plus nettoyer votre hygiène, enfin l'extérieur. Mais combien de temps on prend à nettoyer l'intérieur? Et la méditation, c'est la douche intérieure qu'on devrait faire au quotidien, au même titre qu'on se brosse les dents ou qu'on prend une douche. C'est super important. Ça devrait être dans l'éducation, ça devrait être à l'école. Enfin, et là, je suis pas en train de prôner un système en particulier, hein. Quelle que soit la forme, il y a plein de méditations différentes, justement parce qu'on est des êtres différents, on n'a pas besoin des mêmes outils, hein. Mais par contre, si vous avez un outil qui vous parle, un outil qui vous intéresse, eh bien, vous y allez et vous approfondissez. Lâchez pas l'affaire au bout de 3 mois, 3 ou 6 mois. Faites vraiment. Et vous recevrez vraiment énormément, énormément. C'est un trésor. Est-ce qu'aujourd'hui, tu proposes d'accompagner des personnes vers le même chemin, enfin, pas le même chemin, mais vers le chemin de la méditation? Ou est-ce que tu continues de pratiquer pour toi essentiellement? Bah, disons que moi, ma pratique personnelle, elle est plus dans le mouvement et dans le quotidien, dans l'action, parce que
voilà, quand on fait 40 ans de méditation, ça s'infuse tellement qu'en fait, bon, il n'y a plus beaucoup de différence entre extérieur et intérieur. Il y a quelque chose qui s'est installé, qui est quand même assez naturel. Et donc, mon dharma de vie, mon chemin actuel, c'est plutôt effectivement d'enseigner notamment le Vastu. Et au travers du Vastu, quand on vient dans l'apprentissage de cette discipline, eh bien, je donne des techniques de méditation. Et en dehors du Vastu, je préconise, enfin, je propose 2 à 3 retraites par an. Vous voyez, c'est très peu. Sur une semaine de ressourcement pour apprendre la méditation, avec des outils qui sont parfois très personnalisés, c'est-à-dire en fonction des individus, je peux plutôt orienter vers telle ou telle technique, parce que j'en connais beaucoup. Voilà, mais disons que c'est vrai que j'ai un petit peu mis de côté, si tu veux, cet aspect plus enseignement méditation, parce que d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui donnent des outils très valables. Alors que dans le Vastu, c'est pas le cas. Je suis quand même, enfin, je vais pas dire le seul, mais bon, il y a quand même peu de gens qui enseignent sérieusement cette discipline. Donc, la vie m'appelle plutôt dans ce domaine-là. Mais quand les gens viennent se former au Vastu, de toute façon, ils reçoivent de l'enseignement de méditation parce que ça fait partie du package. On peut pas exclure, on peut pas rester, si vous voulez, juste dans un apprentissage mental et rationnel. On est obligé aussi d'aller vers la sphère psychique, ne serait-ce que pour rencontrer l'énergie des habitats. Et ça, c'est proportionnel à la capacité où on a la possibilité de rentrer dans son énergie, en fait, l'intérieur. C'est la même chose, d'ailleurs. On perçoit l'extérieur et on le perçoit d'autant mieux qu'on a une clarté intérieure. On mettra bien entendu toutes les références dans les notes de l'épisode, et je voulais juste rappeler pour les gens qui n'ont peut-être pas écouté l'épisode sur le Vastu, c'est l'épisode 55 dans lequel tu nous parles donc de cette magnifique science de l'habitat. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode, Laurent. Moi, je suis intarissable sur la méditation. Si vous me branchez encore pendant 1 heure, s'il y a des questions, je peux y aller. Mais bon, peut-être que vous êtes dans un format effectivement de l'heure. Et puis, ça donnera l'occasion peut-être d'en reparler sous un angle différent. Je vous remercie en tout cas, Nat et Lorraine. C'était vraiment toujours un moment de partage joyeux avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors. À très bientôt, Laurent. Merci. À très bientôt, Laurent. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si, comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!